La vérificatrice générale Karen Hogan a publié 3 rapports aujourd'hui où elle détecte plusieurs entorses aux politiques d'approvisionnement dans l'octroi de contrats à la firme McKinsey. Elle constate aussi plusieurs défaillances dans la gestion du fonds vert fédéral et conclut que des agences fédérales clés n'avaient pas la capacité de se défendre adéquatement contre le cybercrime. Le leader adjoint de l'opposition officielle, Luc Berthold, a réagi en Chambre. Voilà le résultat de l'action des libéraux. Le Fonds vert libéral et ses administrateurs nommés par le premier ministre en ont mis plein les poches aux amis libéraux. La vérificatrice générale a révélé, entre autres, ce matin, que le Fonds vert libéral a versé 59 millions à des projets qui n'avaient même pas droit à des subventions. Tout ça sous les yeux du ministère de l'Industrie et, comme d'habitude, le ministre n'a rien fait. On sait maintenant que le ministre savait. Est-ce que le ministre va demander à ses amis de rembourser les Canadiens l'argent auquel ils n'avaient pas droit? L'honorable ministre de l'Innovation. Ben, Monsieur le Président, les conservateurs se réveillent. Ça doit être le soleil, Monsieur le Président. Je l'ai dit en anglais, Monsieur le Président. Lorsqu'on a eu des allégations, nous avons lancé les enquêtes. Pendant qu'ils dormaient, nous, on a lancé les enquêtes. Raymond Chabot, Grant Thornton, McCarthy Tétrault, on a travaillé avec la vérificatrice générale. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'on veut aller au fond des choses, Monsieur le Président. Le modèle de gouvernance qu'on présente va nous permettre de relancer l'organisation, de s'assurer qu'on puisse financer les petites et moyennes entreprises qui s'attaquent au changement climatique. Monsieur le Président, nous allons restaurer la confiance et en même temps supporter nos PME au pays. Je retrouve la vérificatrice générale du Canada, Karen Hogan. Bonsoir, Madame Hogan. Bonsoir. Alors, vous venez de déposer un rapport sur la firme McKinsey. Est-ce qu'on peut parler d'une affaire d'une grande ampleur comme celle d'Arif Khan? Alors, si je regarde notre audit sur Arif Khan versus notre audit sur les contrats professionnels qui ont vraiment impliqué les contrats octroyés à McKinsey, je dirais que c'est très différent. Arif Khan, c'était la gestion d'un projet pour mettre en œuvre une application durant une crise. Ici, on parle de l'octroi de contrats au quotidien à travers la fonction publique. Alors, c'est important de noter qu'on n'a pas vérifié McKinsey, on vérifie ce que le gouvernement fédéral a fait, les processus qu'il devrait suivre durant la passation de marché. Ici, on a constaté qu'il y avait un manque fréquent de suivre, un non-respect fréquent de suivre les politiques et les directives durant les approvisionnements. J'aimerais beaucoup vous parler justement de la stratégie d'approvisionnement. Il y a des chiffres concrets là à 4 reprises. La stratégie d'approvisionnement semble avoir été conçue pour avantager la firme McKinsey. On a appris l'an dernier que le fédéral avait des contrats ouverts sans prix fixe jusqu'à 2100. Avec cette firme pour des services informatiques. Est-ce qu'on peut parler de favoritisme quand on parle de la firme McKinsey, justement par rapport à ce système d'approvisionnement dont vous parlez? Alors, c'est important de noter qu'il y a eu 97 contrats qui ont été émis par le gouvernement fédéral avec McKinsey & Company. Ça, c'est à travers 20 ministères et organismes qui incluent 10 sociétés d'État. On a trouvé 6 contrats où est-ce qu'on dirait que le processus d'approvisionnement a favorisé McKinsey. Et je dirais que c'est plutôt qu'ils n'ont pas vraiment suivi les règles qui étaient établies. C'est correct qu'un ministère veuille changer leur approche d'approvisionnement, mais ils n'ont pas bien justifié pourquoi ils attendaient pour une offre pour McKinsey ou pourquoi ils voulaient avoir McKinsey. Alors, c'est important quand on octroie des contrats d'une façon non concurrentielle, de vraiment avoir une bonne justification parce que les contrats devraient être émis d'une façon concurrentielle à travers le gouvernement pour favoriser le retour sur l'investissement des fonds publics. Justement, est-ce que c'est un cas d'ingérence politique dans le fond? Bon, c'était une question qu'on s'est posée durant l'audit, puis on n'a pas vu d'influence politique dans les 97 contrats. On a vu un ministre s'impliquer durant un contrat parce que le seuil du contrat, le niveau financier était trop élevé pour que la fonction publique puisse l'autoriser. Et alors, le ministre a dû s'impliquer, mais après, le processus de la fonction publique a géré et émis le contrat.
OK, donc pas forcément grande ingérence politique, mais parlons quand même de conflits d'intérêts. Vous avez émis une seule recommandation sur la question des conflits d'intérêts, c'est que les ministères et les sociétés d'État aillent revoir déjà les autres recommandations que vous avez faites sur l'octroi des contrats. Est-ce que les rapports et les résultats des rapports sont assez pris au sérieux? Bon, il faut juste clarifier peut-être le point que cette année, on a émis, dans ce rapport, on a émis une recommandation seulement, puis qu'on a recommandé que tous les organismes fédéraux regardent les autres recommandations qui viennent tout juste d'être émises, soit par le Procurement Ombuds ou par le Bureau du contrôleur général et les départements de vérif interne dans tous les ministères. Nous autres, on est vraiment le troisième bureau à enquêter les contrats émis à McKinsey. La recommandation qu'on a émise sur les conflits d'intérêts, c'était vraiment d'être plus proactif. Ce qu'on a vu dans les ministères, c'est qu'ils disaient, bon, on a une déclaration annuelle, chaque fonctionnaire a une déclaration annuelle et c'est suffisant. Mais à mon avis, ce ne l'est pas. Et on a vu des bonnes pratiques à travers les sociétés d'État qui étaient vraiment proactifs. Et c'est pour cela qu'on a encouragé le gouvernement de mettre en place une nouvelle directive, d'être plus proactif quand ça vient au conflit d'intérêts. Les déclarations, quand il y a un processus d'approvisionnement. Dans ce cas-là, pourquoi une seule recommandation? Bien, une seule parce qu'habituellement, nos recommandations seraient de l'ampleur de suivre vos propres politiques. C'est pas une question d'émettre plus de politiques qui est de besoin ici, mais c'est vraiment de suivre ceux qui existent en ce moment. On a vu que 9 sur 10 ministères n'avaient pas toujours suivi les directives déjà qui existent pour l'approvisionnement et 8 sur 10 sociétés d'État. Et alors, c'est vraiment une envergure, une fréquence qu'on voit à travers une période de 12 années. Alors, c'est important de juste suivre les règles qui existent et de ne pas mettre un plus gros fardeau. C'est plutôt de suivre déjà ce qui existe. Mais 9 sur 10, c'est quand même énorme. Qu'est-ce que ça signale pour vous, là? Bien, ça signale pour moi que c'est pas juste lié à McKinsey. Je m'attendrais à avoir un non-respect des politiques d'approvisionnement dans d'autres contrats qui ont été émis pour des services professionnels et même en général dans d'autres contrats. Et c'est important que le gouvernement prenne du recul pour savoir qu'est-ce qui se passe dans tous nos règlements, pourquoi est-ce qu'on voit les constatations dans notre rapport et les autres rapports qui ont été émis plus tôt cette année. Est-ce qu'il y a trop de règlements, que les gens les contournent pour que un processus d'approvisionnement peut être plus rapide, ou est-ce qu'il y a trop de règlements que les personnes ne les connaissent pas toutes et que c'est un accident qu'ils ne les suivent pas? Alors, je pense qu'il faut prendre un recul pour connaître les causes profondes. Oui, juste un mot rapide, Madame Hogan, sur le dossier des technologies du développement durable du Canada. Des chiffres concrets. 59 millions de dollars ont été attribués à 10 projets qui n'étaient même pas admissibles. Est-ce que le fédéral aurait pu récupérer cet argent-là? Bon, je pense qu'il y a une entente entre le gouvernement fédéral et la Fondation, où la Fondation devrait leur avertir s'il y a des fonds qui ont été donnés à un projet qui n'est pas éligible. Je m'attendrais qu'aussitôt qu'un contribuable ou une entreprise reçoit des fonds publics où ils ne sont pas admissibles, que le gouvernement les recouvre ou au moins soit clair avec les organisations, c'est quoi leur processus. Parlons de ce qu'on a appris aujourd'hui. Le ministre Philippe Champagne vient d'abolir ce fonds vert que vous avez vivement critiqué d'ailleurs dans un de vos rapports. Est-ce que le ministre Champagne aurait dû agir beaucoup plus tôt, à votre avis? Bon, je pense qu'avant mon audit, il y avait seulement une enquête qui regardait certains faits que le ministère de l'Innovation et Sciences et économiques Développement Canada a mis en œuvre. La réponse à cette enquête était une qui m'a causé d'aller faire l'audit. Je trouvais que la Fondation pensait qu'il y avait pas assez dans cette enquête-là pour faire plus de travaux. Et à mon avis,
mais c'était nécessaire. On a vraiment vu un échec par le conseil d'administration sur la gestion des fonds publics puis les conflits d'intérêts. Je suis heureuse de voir que maintenant le gouvernement a réagi rapidement suite à notre rapport. Oui. Et je suis encouragée que maintenant la fonction publique va accroître la transparence dans la distribution de ces fonds. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a. Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup pour votre temps. Merci.